Bonjour, je m'appelle Laureline et je suis enseignante dans un milieu très défavorisé de l'île de Montréal. J'enseigne depuis maintenant presque 10 ans, puis je suis depuis les 4 dernières années en quatrième année. J'ai décidé de prendre ce cours car on accueille dans nos classes de plus en plus d'élèves avec un diagnostic de TDAH ou encore ayant les caractéristiques. Puis je me sentais pas outillée. Puis cette année, j'ai la chance de côtoyer un garçon particulièrement attachant qui vient tout juste d'avoir son diagnostic, puis j'avais envie de pouvoir mieux le comprendre puis pouvoir mieux l'aider. Avant ce cours, j'avais le banc oscillant puis un bureau surélevé pour lui permettre de travailler debout, qui était pas mal mes deux moyens pour l'accommoder. Ce que je trouve le plus difficile, c'est de devoir le ramener constamment à la tâche et de l'interpeller devant les autres parce que je crains toujours que ça touche à son estime au fil du temps. Puis j'ai une grande empathie quand même envers ces enfants-là, puis je remarque leur grand besoin de bouger qui est incontrôlable, puis qui, bien malgré eux, dérange autour d'eux. Tu sais, je sais bien que s'ils avaient le choix, ça se passerait pas comme ça. Je commence maintenant avec les caractéristiques du TDAH et mon évolution suite aux nouvelles connaissances que j'ai eues. Donc, pour moi, avant d'avoir lu sur les caractéristiques du TDAH, un enfant ayant un TDAH était un enfant qui avait besoin de bouger puis qui était distrait. Parce à ce moment-là, je ne connaissais pas les causes. En lisant les diapositives, je comprends maintenant qu'il s'agit à la base d'un certain dérèglement dans le cerveau en ce qui a trait au fonctionnement des systèmes de neurotransmission. Donc, selon Duluth, puisque la communication entre les différentes parties du cerveau dépend de ces neurotransmetteurs, le dérèglement dans leur fonctionnement aura un effet sur l'attention, de même que sur la capacité de gestion des émotions et de l'activité motrice, d'où l'impulsivité et l'hyperactivité. Ou comme le dit Falardeau, c'est un phénomène neurologique où des ondes du cerveau de la personne fonctionnent plus lentement que dans la population générale. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant de m'attarder à ces deux définitions-là. J'ai appris que cette lenteur de fonctionnement est acquise génétiquement dans la grande majorité des cas. Puis je comprends que pour plusieurs dimensions familiales, là, comme la relation nocive, le style parental, le dysfonctionnement familial, le stress parental, mais ça peut aggraver un TDAH. Et selon Duluth, j'ai appris aussi que 52 peuvent se départir d'un TDAH avec une approche thérapeutique. J'ai été touchée aussi par la présentation du cerveau, de la présentation du TDAH comme un cerveau d'inventeur, comme en parlait Falardeau. J'aime aussi qu'ils disent que le TDAH ne sont pas malades, les enfants ayant un TDAH ne sont pas malades et que plusieurs d'entre eux font au contraire partie d'une élite de notre société. C'est vraiment un discours que je veux utiliser à l'avenir. Fait que j'aimerais aussi ajouter à mon enseignement de la littérature jeunesse en lien avec le TDAH pour les aider à comprendre les autres ou même mieux se comprendre eux-mêmes à l'aide peut-être de l'album, les deux livres de Théo Latournade et L'école des gars qui semblent être mes coups de cœur de ce que j'ai pu commencer à lire. Aussi, pour ce qui est des fonctions éducatives et du TDAH, ben, avant les lectures sur les fonctions éducatives, je partais de loin car j'avais aucune idée de ce que c'était et de leur rôle et du lien avec le TDAH. Comme Barclay 2011 l'explique, le TDAH comprend donc des déficits de la maîtrise de soi, de la conscience de soi, du langage interne, du rappel sensoriel, de l'imagerie, de la régulation émotionnelle, de la motivation autonome et du jeu autodirigé des résolutions de problèmes. Fait que j'ai appris que c'est aussi un manque de maturité dans leur habileté à faire preuve d'autorégulation, la fonction exécutive, pour atteindre des buts spécifiques et faire face à l'avenir en général d'une personne qui n'a pas de TDAH. Je savais pas non plus que les premiers signes peuvent remonter même à un jeune âge. Par exemple, Ameringer mentionne que l'absence de développement des capacités d'inhibition entre 3 et 5 ans, c'est souvent les premiers signes d'un TDAH chez l'enfant. J'ai compris que mon rôle sera d'accompagner ces enfants à dépasser les retards dans le développement de leurs fonctions exécutives ou du moins de compenser à ceux-ci. En bien sûr les accommodant, en continuant de modifier l'environnement et puis en mettant les accommodations en place pour les soutenir. Je paraphrase un peu Barclay qui partage que nous avons pour rôle d'aider la personne à devenir plus efficace pour qu'elle ait du succès en général. Donc, ma patience et mon empathie ne suffisent bien sûr pas. Donc, pour ce qui est maintenant de ma perception sur les diagnostics du TDAH, bien, tristement, avant de lire à propos des diagnostics, je ne m'étais jamais arrêtée pour remettre en question ou remettre en doute le questionnaire pour le TDAH. Je faisais confiance aveuglément. Petite erreur de ma part, puis grand manque de connaissances et de jugement. Si on me demandait de le remplir, ben, je le faisais sans me poser de questions, puis je
je prenais comme pour acquis que c'était bien fait, puis que c'était la meilleure façon de procéder pour obtenir la réponse à notre questionnement sur un potentiel TDAH. Ben, ma vision a bien évolué. J'ai été désolée de lire Falardeau qui mentionnait qu'en plus d'avoir un questionnaire qui est pas si efficace dû aux mauvaises traductions et à l'utilité trop forte qu'on peut lui donner pour poser le diagnostic, bien, il y a plusieurs médecins qui vont lire le rapport du psychologue en diagonale puis approuver le diagnostic parce que c'est plus simple que de remettre en doute la parole de son collègue et d'avoir à expliquer aux parents qu'il faudrait peut-être aller faire d'autres tests pour approfondir certaines choses. Ben, j'ai littéralement eu mal au cœur quand j'ai pensé à tous les enfants faussement diagnostiqués qui prennent de la médication pour soigner quelque chose qui n'est même pas la cause de leur défi, de leur problème. C'est d'une grande tristesse, puis c'est très inquiétant. J'étais aussi contente de lire que, oui, le TDAH, ça persiste le long de notre vie, mais on peut apprendre à mieux le gérer. Puis c'est d'autant plus vrai après un accompagnement thérapeutique pendant l'enfance, en parallèle avec un traitement médicamenteux, car ça permet de trouver des stratégies compensatoires pour mieux gérer les difficultés quotidiennes. Donc, je réalise l'importance de ne pas se mettre la tête dans le sable pour aller chercher le diagnostic si on a une suspicion, parce que lorsqu'il grandira, ça pourra s'améliorer. Comme le dit Payen 2022, les enfants apprennent ainsi mieux que personne à se connaître et à adapter leur comportement. Puis, une fois adultes, toutes ces stratégies sont comme automatisées et ancrées, ce qui leur permet de mieux vivre en ayant un travail puis une vie sociale. Puis, une fois adultes aussi, c'est ça, ils pourront, et puis nous, pardon, en tant qu'enseignants, ben, on participe à ça, fait que je trouve ça beau. Maintenant, je vais souligner maintenant aux parents l'importance de faire l'évaluation par un professionnel bien qualifié. Parce que lorsque c'est bien fait, Falardeau et Caron 2006 expliquent qu'un diagnostic établi par un professionnel permet de vérifier si d'autres troubles sont associés au TDAH. D'ailleurs, une grande partie des personnes ayant un TDAH souffrent aussi de d'autres troubles associés. Puis, ainsi, en identifiant les autres troubles associés, l'intervention peut être encore plus complète et ciblée. Ce qui est du rôle des médicaments concernant le TDAH, ben, je pensais à tort que le rôle des médicaments agissait comme un genre de calmant. T'sais, mes croyances ont évolué puisque, comme le mentionne Falardeau, les médicaments qui traitent le TDAH, quel qu'il soit et à divers degrés, ont deux effets précis. Ils améliorent la tension et l'autocontrôle. Alors, aucun de ces médicaments n'est un calmant et aucun ne diminue la colère, l'agressivité, ni augmente l'intelligence. Je comprends donc qu'il ne s'agit pas d'un remède le miracle pour que l'enfant devienne parfait tout à coup puis qu'il ne dérange plus. Je pense que c'est une éducation à faire auprès des enseignants et des parents parce que c'est comme un petit peu l'idée préconçue ou notre bouée de sauvetage. Je me rends compte aussi que je ne connaissais absolument rien sur les médicaments et leur effet. Je trouve cela quand même important comme enseignant d'au moins avoir une base sur le sujet parce qu'on peut sensibiliser les parents à poser des questions aux médecins qui choisiront quel médicament donner à leur enfant. Ça fait entre autres partie d'une des nombreuses choses que j'ajouterai à ma pratique. De plus, si je suis maintenant contente puis je suis aussi maintenant contente d'apprendre davantage ce qui se passe dans leur corps lors de la prise de médication, puis ainsi, je pourrais rassurer les élèves inquiets qui me disent qu'ils se sentent différents d'avant. Aussi, je vais certainement être plus empathique et à l'affût des changements qu'ils vivent lorsqu'ils commencent, ajustent ou essaient une nouvelle médication. Maintenant, pour ce qui est du déficit de l'attention, l'hyperactivité et l'impulsivité, ben, pour le volet attention, avant mes lectures, je pensais que l'attention, ça se travaillait pas vraiment. Là. Je croyais on en avait ou qu'on en avait moins. Puis c'était comme ça. Puis je ne savais pas que les enseignants pouvaient travailler ça avec leurs élèves. J'ai appris que prendre le temps de développer l'attention en classe, ben, ça consiste à former les élèves à mieux se contrôler cognitivement et émotionnellement afin qu'ils puissent devenir plus autonomes puis efficaces dans leur apprentissage. Avant, j'aurais vu ça comme une perte de temps, je dois l'avouer. Puis maintenant, je sais que ça peut vraiment avoir un impact dans leur vie. Mes croyances ont évolué parce que j'étais du genre à les mettre directement à la tâche en entrant le matin. Puis maintenant, j'ai inclus un temps d'accueil de 20 minutes le matin, comme Claire Lecomte-Lambert 2019 le conseille, car il est contre-productif de lui demander à l'enfant un effort de concentration dès l'arrivée à l'école. Pour ce qui est de l'hyperactivité et l'impulsivité, ben, au départ, ma perception de l'impulsivité puis de l'hyperactivité, c'était surtout basé sur des comportements visibles, là, comme un enfant qui parle trop et qui semble incapable de rester en place.
Puis j'avais tendance à voir l'impulsivité comme un manque d'effort, de discipline ou de volonté. Puis cela, ben, ça s'est bien sûr transformé. Tu sais, j'ai compris que l'hyperactivité n'est pas une opposition volontaire aux règles, mais c'est une réelle difficulté à garder un état de calme dans ses mouvements. Pour ce qui est de l'impulsivité, je sais que l'enfant agit avant d'avoir eu le temps d'activer les étapes mentales nécessaires à une réponse qui est comme ajustée. Donc, quand on ajoute les émotions, le processus, ben, il s'accélère encore. Cette compréhension m'a amené à distinguer le comportement observable de vraiment l'intention réelle. Puis ça me confirme que c'est pas un manque d'intelligence, puis que c'est seulement freiné par des difficultés d'autorégulation. Donc aujourd'hui, mes perceptions sont moins teintées du jugement et davantage ancrées dans la compréhension. Pour terminer, pour ce qui est de la partie le TDAH, une force à rééquilibrer, ben, avant mes lectures, je voyais malheureusement le TDAH comme quelque chose de plutôt négatif. Je dois malheureusement l'avouer que j'avais de la difficulté à voir comme des avantages ou des forces. Je percevais le TDAH comme un peu un petit problème de comportement lié à de l'agitation ou à un manque de discipline. Puis je réalise que j'intervenais sans vraiment bien comprendre leur réalité au fond. Puis il pouvait me passer même par la tête qu'il me manquait de volonté des fois. Puis là, tu sais, je suis gênée de l'avouer. Mais heureusement, ça a changé. Tu sais, après la lecture, je réalise que, comme le mentionne Célestin et Célestin 2014, il faut mettre du sien puis faire des ajustements, nous, pour améliorer la relation de l'enfant avec l'école. Puis cette vision-là m'amène à adopter une vision plus nuancée et encore plus empathique des enfants ayant un TDAH. Je réalise que l'enseignant a un rôle vraiment important. Tu sais, le soutien affectif et le développement du concept de soi de l'élève doit être enseigné, comme l'explique Dulude 2014. Et l'enseignant doit aider l'élève à reprendre confiance en ses capacités et à se sentir compétent. Puis c'est tellement important. Je vais donc tenter d'encourager encore plus puis de souligner les efforts puis tous les petits succès. Bien sûr, ma perception a changé. Tu sais, je comprends que le TDAH est lié à des particularités neurologiques qui influencent les émotions, l'attention, puis le contrôle des impulsions, comme l'explique Célestin et Célestin. Je ne connaissais pas la spirale coercitive où les réactions de l'enfant et de l'adulte s'aggravent mutuellement. Puis c'est vraiment une chose que je garderai assurément en tête. Je veux vous dire un gros merci pour ce cours-là. C'était tellement pertinent, puis vous m'avez fait ouvrir les yeux sur plein de choses, puis je suis vraiment reconnaissante.